Donc vraiment une présentation pied levé qui n'était pas tout à fait prévue. Donc j'ai cherché dans tous mes souvenirs de quelle anecdote je pourrais vous raconter et qui pourrait vous intéresser et partager quelque chose. On m'a appelé une fois pour une production, donc c'était un studio en fait un producteur qui traditionnellement fait toute la pré-prod, storyboard, animatique. L'animation compositing a toujours été envoyée ailleurs. Boîte magique, ça revient, on fait un petit peu de surcompo par-dessus, le son, la série est finie, c'était superbe. Jusque-là, tout va bien. Et là, c'était la première fois en fait, que ce producteur-là faisait de la série 3D. Il m'appelle en disant viens, tu vas voir, la série elle va être sympa. On a bouclé notre plan de financement, ce qui est déjà bien. Donc on a déjà le budget qui est défini. Les chaînes sont d'accord aussi. Donc on a nos deadlines qui sont loqués. On a notre prestataire. On a fait tout le développement. Les chaînes adorent et on a réussi à avoir un marchand de jouets. Du coup, ils vont nous faire des super petites statuettes des jeux. Tu vois, ça va être bien. Ok, ça a l'air super. Allons-y, belle aventure. Donc, en gros, je démarre. Donc, c'était vraiment le tout début. Il y avait vraiment que du dev, que des beaux designs en 2D. Très couleur pastel, effets crayonnés, etc. Donc, je commençais à mi-temps. C'était l'écriture au démarrage. Donc, planning d'écriture, suivre les synopsis. Donc, je récupère la bibliographie, je récupère la bible littéraire, je lis bien tout pour m'imprégner. Ok, je vois bien les persos. Il y en a beaucoup. Je vois bien la Bible, ok, pas de souci. Premier synopsis, je commence à lire. Et là, je me dis, c'est marrant quand même. Ils changent beaucoup de lieux. C'est bizarre. Puis ils sont tous à l'écran. Donc, ou non, en fait, je demande à voir le budget en fait, du prestataire et son planning. Est-ce que c'était prévu? Parce que là, en gros, forcément, le budget et le planning qu'ils ont fait avec le prestataire étaient avant les synopsis. Et en fait, je sentais la série, plus l'écriture avançait, plus on était en train de faire autre chose. Donc c'est là où je me suis dit, mais faux prestataires, vous les connaissez bien, votre studio, vous avez déjà travaillé avec eux. Et ils me disent, oui, non, en fait, c'est quelqu'un qui a monté cette série dans la boîte, mais en fait, qui a dû partir. Et c'est elle qui les connaissait, et donc tu prends le relais. Ok, pas de souci. Donc je me dis, mince, les pauvres vont avoir une petite surprise quand ils vont recevoir les synopsis. C'était pas tout à fait ce qui était prévu. Et je me dis quand même, en regardant ces beaux designs, ils ont quand même très très grosses têtes, les tout petits bras. Et vu ce qu'il y a dans le synopsis, autant en 2D, il n'y a pas de souci. On peut tricher, on peut élargir un peu. En 3D, c'est un peu plus compliqué. Et je leur demande, mais les prestats, ils les ont vus, les designs, vous avez déjà fait des tests pour savoir comment ça passe? Est-ce que vous avez rédigé un petit document pour limiter, par exemple, un truc qui se fait souvent avec des grosses têtes et des portes normales, c'est que il y a jamais de plans où on les voit vraiment traverser. Il y a le plan juste avant, ça coupe, le plan après. Ce genre de choses, au moins pour donner au storyboard ou au script. Ils font oui, non, c'est vrai que la modélisation 3D, en fait, on s'était dit qu'on allait commencer en démarrage de prod. On ferait des tests pendant qu'on ferait la prod. Ah, c'est intéressant. Et pour finir, je fais, mais sinon, les locaux, ils sont bien. Ils ont de la place, ils ont des machines, la Render Farm, ça va bien et tout. Ah, maintenant que t'en parles, justement, on s'est dit que ce serait bien d'aller visiter. Viens avec nous. Donc là, je commence à avoir des petits doutes. Je ne vous le cache pas du tout. Donc pour le contexte. Donc, me voilà parti dans le train avec mon producteur. Et donc on va visiter c'est très beau studio, c'est une belle maison avec plein de machines et forcément on commence comme tout rendez-vous avec un producteur, on va d'abord déjeuner. Donc on va déjeuner, puis là j'essaie de placer un peu sur la table un peu discrètement mais sinon votre équipe vous pouvez la gonfler un peu, vous avez gardé de la marge parce que là je suis en train de lire les synopsis. Donc oui, on essaye de bloquer un maximum les synopsis pour que ça marche dans ce qu'on avait prévu. Et il y a peut-être une petite chance que ça déborde un peu. Vous pouvez monter un peu au cas où, en tout cas au début, le temps de se caler. Oui, t'inquiète pas, on est prêt, il n'y a pas de souci. Venez voir. Donc on va visiter. Donc une première salle, ok, des tables, des écrans, des claviers. Une deuxième salle, des écrans, des claviers. Donc pas de chaises, surtout personne dans ces salles, et pas d'ordi. Donc à la troisième salle, je fais un petit coup de coude à mon producteur en disant mais ça te gêne pas? Il n'y a pas d'ordi, il n'y a pas de chaise, et surtout, il n'y a personne. C'est-à-dire qu'on est en train de visiter un lieu qui est entièrement vide. Et la quatrième salle, il y avait un mec au fond.
Ah, salut. Et on était fin printemps, milieu printemps, fin printemps. Il commençait déjà à faire un peu chaud dans la salle. Donc, il n'y avait pas d'ardi qui tournait personne. Et on lui dit, mais l'orientation, donc ça c'est producteur. L'orientation, c'est plein sud, non? Et oui, forcément. Vous n'avez pas de clim? Non, mais en vrai, il fait chaud 2 semaines par an, donc on ouvre les fenêtres. Ok. Bon, on continue et je compte quand même. Ok. Donc là, on peut mettre 5 mecs, là, on peut mettre 7, là, on peut mettre 10. Là, on peut mettre, s'il en manque 10, en fait, moi, il me faudrait 10 personnes de plus. Vous devez faire du coup la modée, le setup, le layout, l'anime, le compo. C'est-à-dire que là, il me manque à peu près cet espace-là. Là, il me manque qu'une pièce. Il fait, ah, mais en fait, c'est le grenier, on est bientôt prêt, il n'y a pas de souci. Donc là, je suis mon producteur qui me fait, ah. Donc on y va, on grimpe les petits escaliers. Vous ferez attention par contre à la bâche, à la poutre qu'il faut escalader, d'accord? Et là, on est sous les toits. Et là, effectivement, un bel espace. Et donc là, le prestataire me dit, bah là, pas de souci. Du coup, on met des tables, des écrans, des ordi, des mecs, on est bien. Et là, on regarde, on va peut-être prévoir un peu d'isolation, parce que c'est-à-dire que là, on voit le ciel. Et peut-être des prises électriques aussi, ça peut être bien. Oui, mais ça c'est des travaux, c'est prévu, ça va se faire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, ma prod commençait dans un mois, c'est-à-dire 30 jours. Vraiment, on allait commencer. Donc là, il n'y a pas de souci. Et on retourne s'asseoir. Et on retourne discuter. Et là, moi, j'ai fait mes petits comptes avec mes petits papiers. Les dépouillements en fait, des synopsis, ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne une idée. Et tu dis, écoute, on va se parler très honnêtement. Je sais que vous avez ça comme budget. Je sais en fait sur qu'est-ce qu'on t'a vendu comme série, qu'est-ce que tu avais en fait à l'origine comme budget, comme élément. Sauf que la série, elle se tend plutôt comme ça. Surtout que les chaînes sont en train de valider les synopsis. Ils sont très contents d'avoir 8 persos à l'écran tout le temps. Et que dans tous les épisodes, ça change de décor tout le temps. Et puis tous les 12 épisodes, on fait un énorme festival. Et là, du coup, je vois les gars qui se décomposent un peu. Et là, ce qui est très malheureux, donc si un jour vous avez une boîte ou vous êtes un producteur, pensez à ne jamais mettre un tableau blanc derrière vous où c'est écrit « Prévision des projets de l'année ». Et là, il n'y a rien sauf notre nom à nous. Et là, tu dis, en fait, les pauvres, ils se sont retrouvés coincés. Ils avaient besoin de faire une prod, ils avaient besoin de vie, ils avaient leur permanent, etc. On leur a vendu une prod qui n'avait pas l'air compliquée, avec pas trop de persos, c'était du preschool en 3D, ça allait être sympa. Et eux, ils ont été gentils, ils ont dit oui, on a peut-être sous-entendu que ça allait peut-être un peu monter, ils ont dit non, mais effectivement, on va faire des travaux, ça devrait aller. Et donc, on a pas mal discuté, et à un moment donné, tu dis bon, tu leur laisses sous-entendre que ce serait bien que ça devienne 2 qui disent que non, ils ne peuvent pas faire la série, on va les couler. Et oui, je regarde mes slides et en fait, effectivement, pas de Wonder Farm. Donc pour l'anecdote, donc pareil, donc pas de machine, etc. Donc, on descend une espèce de cave et là on voit un pauvre mec tout seul avec plein d'ordis, donc les ordis étaient là, mais pas des ordis Dell, des ordis qui sont loués, des ordis achetés à la main, montés soi-même. Et forcément, je suis venu marcher comme ça dans les locaux en disant, ah non, mais en fait il n'y a pas de pièces. Et je fais, mais la Wonder Farm, question bête pour une série 3D. Et il faut, ah non, mais ça c'est bon, on a déjà fait des séries, en fait on fait tourner les ordis la nuit pour faire le calcul. Voilà, ça, c'était assez drôle. Donc là, même le producteur a compris. C'est assez amusant. Il est à quelle heure notre train? On va peut-être y aller. Mais donc voilà, au moins, il y a d'un coup d'accord avec le prestataire. On s'est dit non, on va pas descendre. Encore une fois, ma prod moi commence dans un mois. Tout mon plan de financement qui est bouclé, j'ai un marchand de jouets et j'ai des films qui sont super. On a prévu notre grille de programmation. On connaît, vous pouvez pas la dépasser. Là arrive le moment où on se dit ok, il faut chercher un nouveau prestataire. Parce que là, ça commence à urger. Avec 2-3 impératifs, le bonus du CNC donc t'impose d'être forcément un studio français et l'aide de la région aussi. Donc, t'impose d'avoir un studio qui est dans la même région. Il n'y en a pas des masses. Disponibilité, parce que c'est dans un mois. C'est-à-dire qu'il fallait que j'écrive tout de suite un studio qui avait suffisamment de gens dispo et compétents pour démarrer maintenant. Et surtout, respect du gap, un nouveau financement, c'est-à-dire des nouveaux éléments maintenant. C'est-à-dire que je ne pensais pas de refaire la même blague, un nouveau studio que ce qu'ils avaient déjà fait. Donc on a cherché, on a trouvé. Je vous dirai pas qui, si c'était votre question, vous ne saurez jamais les noms. Et en fait, là, on a joué, en tout cas, on a joué sur l'honnêteté et sur la transparence la plus totale, parce que clairement, ce studio-là, en fait, a vu une opportunité de pouvoir bosser avec cette grosse boîte de prod. C'est-à-dire, on met un pied, on les aide clairement, on leur rend un service.
Donc, c'est un prestataire qui se retrouve en fait, le client lui dit « C'est gentil, merci, bien sûr, je vais te payer, puis je te paye un tir up front, il n'y a aucun problème. » Et j'ai lu les personnages principaux, changement de vie à tous les épisodes. Série dans la nature, donc les saisons. Printemps, été, automne, hiver, il faut que ça soit sympa. Avec le petit festival hein, à chaque solstice. Et les scènes de transformation récurrentes. Donc ça, c'était vraiment qu'on pouvait pas couper. Parce que marchand de jouets, parce que chaîne, parce que validation, c'est ce qui faisait l'identité de la série. Donc bon. Donc une fois qu'on met tous ces éléments sur la table, le studio que j'ai trouvé, bien sûr, forcément, et bien sûr, il est forcément moins rapide, mais pour vrais éléments, c'était réaliste. Donc là, on se dit qu'il va falloir trouver une grosse solution, et en fait, le réalisateur, c'est un jeune réalisateur, c'était sa deuxième série. Par contre, le premier instant réel qu'on avait, il était vraiment très fort techniquement. Et donc, je pense que j'ai brisé un énorme tabou dans la prod. J'ai montré le contrat au réalisateur et au premier instant réel et je leur ai donné les budgets. Donc voilà, on n'a que ça. Par épisode, ça fait ça. Donc j'ai tout découpé avec eux. Donc ils ont fait t'inquiète, on va s'en sortir. Et en fait, on a travaillé main dans la main tous ensemble. On a fait des solutions techniques pour que le réalisateur puisse quand même avoir la série qu'il voulait, que les chaînes aient la série qu'ils espéraient et que le marchand de jouets puisse vendre des jouets derrière. Donc, une fois que nous, en interne, on était contents, on s'est dit, OK, on commence à avoir un peu le bout du tunnel. Sauf qu'il faut prévenir la chaîne de télé. Au fait, vous savez, là, on commence dans 15 jours, mais le presta, c'est plus le même. On en a un nouveau. Vous allez voir, ça va être bien. On a un peu envoyé le réel et son énorme sourire à la chaîne. C'est très bien passé. Je pense que si jamais un jour, il veut se reconvertir, il pourra aller bosser là-bas. Ensuite, le deuxième point, c'est de convaincre le marchand de jouets. Parce que quand je suis arrivée, ils m'ont dit que de toute façon, c'est très simple, il faut que la prod soit faite au Maya parce que c'est le format que veut récupérer le marchand de jouets. Vous vous doutez bien que le nouveau studio que j'ai trouvé bosse au max. Mais au final, il existe, en cherchant un peu, il y a mille manières de passer des fichiers d'un côté ou de l'autre. Et donc, ça a été une énorme panique des producteurs parce que forcément, la technique, ça inquiète et on n'a pas d'idée. Donc, j'ai parlé avec le marchand de jouets. C'est la première fois que j'ai fait un Skype avec 12 écrans découpés. Mais bon, au final, je leur ai dit de quoi vous avez besoin vraiment en modé et en setup, vous allez le récupérer, shading, voilà. Et une fois qu'on met tout à plat, je dis OK, moi, si je m'engage, j'ai pu livrer ça, on est bien, on est très bien, merci, c'est sympa, au revoir, toutes les petites lettres. Et en fait, le dernier point, c'est pour le producteur. Parce que mine de rien, même si je l'ai démontré par A plus B, même si je l'ai emmené, même s'il a vu de ses yeux vus, il y a quand même le ouais, mais on s'est engagé. Oui, mais tu vois bien que le prestataire, il a dit non. Ouais, mais quand même. Donc finalement, on a réussi. Donc, on est parti à l'aventure. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être malin, faut récupérer en fait toute ta bible graphique, faut la refaire. Parce que changer de lieu à tous les épisodes, ça veut dire on va pas réinventer en fait un nouveau lieu, c'est-à-dire qu'on va garder le terrain, on va mettre des points de pivot et on va juste changer la végétation. C'est un malentendu, ça fait la blague. Et puis on met un terrain qui tombe vers la droite, on le flippe, ça fait vers la gauche, on rajoute un autre bout de terrain qui fait un peu comme le jeu de cartes donjon. En fait, on construit comme ça son monde, c'est ce qu'on a fait dans la série. L'adaptation des personnages en 3D, pour la première fois on les a vus en 3D. Ils ont une grosse tête et des points, ça a été compliqué, mais au moins, une fois qu'on le sait, on peut agir en conséquence. On a fait aussi donc un storyboard layout, je sais que tout le monde dit que le storyboard layout, mais on faisait vraiment ça. On a donné 2 semaines de plus à nos boarders pour le faire, parce que nos prestataires nous baisse à seconde d'anime par jour layout, ce qui est énorme, même en série. Mais par contre, notre board, tous les posings étaient nickel, les proportions étaient nickel. On a beaucoup travaillé là-dessus. L'animatique au trim local à frame, généralement en série, c'est toujours un petit peu de marge, un petit peu de gras pour que le réalisateur puisse se faire plaisir. Sauf que là, en fait, on était tellement juste sur les coups qu'on était vraiment à la frame. Donc, on a bossé avec un monteur. Donc, notre monteur, qui normalement est un monteur F, a bossé avec nous à l'animatique pour vraiment caler ça. On avait des animatiques avec de la musique et avec tous les sound design. Superbe animatique. Et évidemment, tout le design pas complet, parce qu'il y avait l'idée de « Ah, mais ça va, on bosse avec la France. » Et puis l'Asie ou l'étranger.
Donc, on peut un peu se lâcher sur le design pack. On n'est pas obligé en fait de mettre autant de détails et d'expliquer aussi bien. Et on peut très bien leur envoyer un turn en 2 pauses pour faire une modélisation complète. Là non. Si on veut en fait rester dans nos coûts par rapport à eux, c'est-à-dire que nous on doit bien préparer notre travail en amont. Et enfin, en fait, notre premier board, qui était le board étalon, l'a fait valider techniquement au prestataire. En disant, voilà, si tous nos boards ressemblent à ça, est-ce que vous pouvez tenir nos délais et notre budget. On a fait des allers-retours, ça allait à tout le monde, avec le réalisateur et notre superviseur premier assistant réel sur place. Ça a marché. Ça s'est bien passé, au final. Moi, malheureusement, j'ai pas pu assister à la fin de la production. J'ai fait juste le dev, la pré-prod et les premiers épisodes. Et après, je suis partie voguer dans d'autres aventures. Mais je suis très content en fait, du réalisateur qui m'a donné régulièrement des nouvelles. On a éclaté ni budget ni planning. Bon, je dis pas que ça s'est toujours bien passé parce que entre ce qu'on arrive à bloquer au moment du contrat avec le prestataire, dans la réalité, il y a toujours des petits mouvements, mais au final, la série était bien. Les chaînes de télé ont été ravies en fait de la qualité. C'était la série qu'ils espéraient, donc qui est quelque part le principal. Et le réalisateur était aussi très content, ce qui est principal. Je ne vous parle pas du marchand de jouets, qui était juste là pour donner de l'argent après. Donc voilà pour une petite présentation sur en fait, les soucis qu'on peut avoir avec un choix de prestataire si c'est uniquement en fait, au chiffre en bas de page du devis. Donc lui, extrêmement pas cher, mais il y a des points en fait, pour moi qui sont importants à vérifier, c'est de les voir. Est-ce que c'est un vrai studio? Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils ont des équipes? Est-ce qu'ils ont vraiment des machines? Que ça soit, si c'est un studio qui est reconnu, ça vaut peut-être pas. Si, ça vaut forcément le coup d'aller les voir. Créer un contact. Faut pas lésiner sur le modèle pack en interne à leur envoyer, que ce soit des prestataires à l'autre bout du monde ou que ce soit des Français juste à côté. C'est pas une raison pour leur envoyer des éléments qui n'existent pas, ou leur dire vas-y, invente le dos du personnage, je vous ferai un terme. Donc voilà pour moi. Si vous avez des questions de prod. Je pense pas, non, ça intéresse personne. Merci beaucoup. Si, moi j'ai peut-être une question. Du coup, s'il y a toi, tu t'as dit que tu allais voir les locaux, ça c'est le début, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à vérifier en cours de prod? Enfin, est-ce que je dirais dans l'absolu, mais qui marche moins si on est en studio, un studio français, d'autant plus si on a tout sur place parce qu'on peut voir les gens, ça c'est ultra classe. Mais c'est quoi qu'il arrive d'y être constamment avec eux, que ce soit physiquement ou en tout cas par un Skype et leur parler, d'avoir le superviseur d'anime qui est sur place, donc que ça soit sur place à Lyon, à Angoulême, dans le Nord ou à l'autre bout du monde. Parce qu'en fait, mine de rien, c'est les microcosmes qui sont très différents. Il y a le producteur avec toute la pré-prod, et de l'autre côté, il y a vraiment la fabrication. Si on sépare trop les deux, en fait, la fabrication va fabriquer, ce qui est très intéressant, mais en fait, va pas forcément comprendre les problèmes de pourquoi est-ce que j'ai un décor qui est comme ça, pourquoi est-ce que mon personnage, pourquoi il y a ça, etc. Et surtout, si le réalisateur n'est pas sur place, ça va créer d'autant plus de frustration mais je comprends pas pourquoi j'ai une retech, pourquoi il a changé d'avis, etc. Alors que s'il y a un superviseur d'anime qui fait le vrai lien entre le réalisateur et l'équipe, déjà ils ont moins l'impression d'être abandonnés. Et en plus, il peut beaucoup mieux expliquer tout de suite les décisions, parce que dans un studio de fabrication, le superviseur qui est mandaté par le producteur ou le réalisateur devient le réalisateur. Donc comme ça, ils sont pas tout seuls, il y a quelqu'un avec eux. Alors, donc la question étant, est-ce que les aides et notamment les subventions régionales peuvent piéger un producteur en l'obligeant à bosser avec un prestataire qui n'est pas forcément au niveau? Moi, je l'ai eu, mais à plus grande échelle, à me retrouver bloqué en fait à bosser à l'étranger parce qu'il y avait un énorme cash rebate et on récupérait 30% de notre facture en cash à la fin de la production. La Malaisie.
La conf d'avant. Et en fait, oui, il y a vraiment un moment où, en fait, où juste le chiffre en bas de page, sans regarder ce qu'a fait les gens et savoir ce qu'il y a. Je pense que tu vas pas. Je parle à Cécile à chaque fois. Tu vas pas me contredire là-dessus, mais vaut mieux que tout le monde fasse un effort de OK, j'aurai pas d'assistant de prod, OK, tout le monde va bosser un peu plus, mais on garde sur place, on garde les talents et on fait vraiment de la qualité et pas de l'industrie. On sort du kilomètre d'heure. Donc oui, ça arrive. J'espère que c'est en train de changer, mais ouais, ça arrive. Je vais garder une. La question, elle est. C'était quoi si le budget n'avait pas bougé entre mon premier. Je vais te donner des chiffres. En gros, on va dire que c'est du. La question, est-ce que mes budgets ont changé entre le premier et le deuxième prestataire? En gros, j'avais un budget de 12 millions d'euros, c'est du 26-26. On va partir sur des gros chiffres. Oui, on va partir sur des gros chiffres. C'est beaucoup plus simple pour moi pour calculer. Et donc, j'avais un budget global de 12 millions avec des copros, avec donc des impératifs de marchands de jouets, etc., tout ce que tu veux. À ces 12 millions, tu retires 10% du frais du producteur, 10% de frais de tout ce qui va bien pour que le producteur, c'est un gros producteur. Et en fait, les petits chiffres, une fois que tu retires, en fait, tout est permanent et tous les trucs qui sont un peu, tu peux pas toucher à ton budget. En gros, il me restait que 4 millions en fait, pour l'animation. Et en fait, une fois que j'avais mes 4 millions et que tout le reste était réparti, et que tu as fait tous tes dossiers CNC en disant que tu as 4 millions, en fait, tu peux pas changer tes 4 millions. Enfin, si, tu peux donner moins. Mais ça va pas dans le bon sens. Donc, j'avais 4 millions avec le premier prestat et je n'avais que 4 millions avec le deuxième prestat. C'est pas les vrais chiffres. Hein, donc la question étant une fois que je me suis rendu compte que ça n'allait pas rentrer dans mon budget, comment j'ai géré. En gros, alors à l'écriture, c'était très compliqué d'essayer de les bloquer parce que c'était l'époque où de toute façon, tu es à la prod, tu connais rien, c'est l'écriture, c'est de l'art et de toute façon, on l'a fait valider par la chaîne dans ton dos. Donc, tu ne peux rien faire. Donc, en fait, ça s'arrête sur bêtement la technique et de l'astuce de l'intelligence du réalisateur, des storyboarders. Tu as 8